Et pourquoi ces frontières dans l'organisation sont-elles tant instables? Eh bien parce que montent en puissance partout des activités de service et des activités qui sont pour l'essentiel immatérielles, c'est-à-dire renvoient à des dimensions non mesurables, non dénombrables de nos activités. Et là, vous avez, il me semble, le cœur de la question. Alors, dans les activités de service, ce qui est spécifique, c'est le fait que le service est toujours coproduit entre le salarié, l'équipe de prestataires, et le ou les bénéficiaires. Dans l'industrie, les produits sont réalisés par des équipes auxquelles est assignées des tâches et une segmentation dans une chaîne de valeur de certains. En tout cas, dans une segmentation relativement précise, mais le client, le bénéficiaire n'est pas présent. Dans le monde des services, le bénéficiaire est toujours là, et sa présence crée une incertitude forte, qui est notamment marquée par le fait que le service qui est prescrit, le service qu'on appelle nous générique, le service qui est prévu, n'est jamais adapté aux attentes réelles de la personne que l'on a en face de soi. Il est en partie, bien entendu, mais jamais complètement adapté. Il y a un décalage fort, quelquefois très fort, entre ce qui est prévu par l'organisation, ce qui est prévu par l'entreprise, ce qui est prévu par l'ensemble des dimensions prescrites, et les attentes réelles du bénéficiaire. Ce qui fait que cet écart, cette distance, devient un élément d'incertitude très grand pour le travailleur, pour le salarié. Et alors, il va falloir qu'il retrouve des ressources en lui pour faire face à cette incertitude, faire face à cet écart entre le prescrit et le réel. D'où l'importance de la question de la confiance. D'abord, comme l'a dit François, la confiance en lui, parce que devant cette incertitude, devant cet écart, il ne s'agit pas qu'il se replie simplement, qu'il soit dans une logique défensive, dirait Christophe Dejour. Il faut qu'il soit en capacité de s'ouvrir à l'autre, d'écouter l'autre, de transformer son regard sur l'autre pour être en capacité de comprendre ses attentes, de les intégrer et d'y répondre. Cette confiance, ce mouvement vers l'autre, suppose cette confiance en soi. Bien entendu, cela suppose aussi une confiance dans la capacité de son bénéficiaire, de la personne à qui il s'adresse, d'une reconnaissance de l'importance de cet engagement. C'est ce que nous appelons, là, entre nous, dans les travaux de recherche, la coopération transverse. Alors c'est un peu jargonneux, excusez-moi, mais c'est une coopération qui n'est pas simplement une coopération verticale au sein de la ligne hiérarchique. Ce n'est pas simplement une coopération entre collègues d'une même équipe, c'est la coopération avec le bénéficiaire, transverse, au sens transversal au service, transverse entre l'entreprise et le ailleurs. Et c'est cette coopération transverse qui change complètement la donne du travail à l'heure actuelle, y compris les rapports entre collègues dans une équipe, la façon dont on se répartit les tâches, la façon dont on se donne des coups de main, la façon dont on se met d'accord sur jusqu'où va-t-on vis-à-vis du bénéficiaire, vis-à-vis du malade, jusqu'où va-t-on, vis-à-vis dans le tourisme, vis-à-vis du client, jusqu'où va-t-on, dans l'enseignement, jusqu'où va-t-on, auprès de l'élève, auprès de l'étudiant, dans le conseil, jusqu'où va-t-on vis-à-vis des interlocuteurs que nous avons dans l'entreprise en face de nous. Et là, il faut se mettre d'accord au sein des équipes, et là arrive la question essentielle de la coopération interne, horizontale, au sein des équipes, mais vous voyez, renouvelée par l'enjeu de la délimitation du rôle vis-à-vis du bénéficiaire. Ici se joue alors une confiance construite entre pairs, qui aura d'autant plus de force qu'elle sera en capacité de regarder le réel, c'est-à-dire de regarder la diversité des attentes des bénéficiaires. Et ceci se donne ensuite dans une troisième dimension de la coopération, ce qu'on appelle la coopération verticale, c'est-à-dire la coopération au sein de la ligne hiérarchique, mais cette fois-ci où la ligne hiérarchique n'est pas simplement perçue comme des gens qui apportent des prescrits, mais aussi comme une ressource, c'est-à-dire comme des personnes d'expérience qui, sur la base de leur travail, ont une capacité à apporter une contribution pour résoudre ce dilemme qui est où mettre
comment organiser la coopération avec les clients, avec les bénéficiaires, et comment renforcer cette confiance. C'est, je pense, le point le plus important d'un point de vue d'un économiste. C'est de comprendre que les formes de production de la valeur se sont considérablement transformées ces dernières années avec la montée des activités de services, et que la question de la confiance en soi et dans les autres est devenue une ressource absolument stratégique. Absolument stratégique. Voilà quelques éléments d'éclairage sur le rapport que l'on peut avoir du point de vue de l'économie à la question de la confiance en lien avec les enjeux renouvelés de la coopération. Vous voyez, des enjeux qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'ont l'habitude d'aborder les économistes, c'est-à-dire la division du travail et la coordination entre les entreprises ou entre les équipes. D'accord. Alors, ça c'est, je dirais, un petit peu l'idéal type que tu me décris là. Il semblerait qu'aujourd'hui, ce soit justement cette question de la confiance qui soit un peu ébranlée. Que peut-être dans les processus de travail, justement, dans l'économie de services, on en a vu des exemples récemment, à la fois dans la verticalité, l'incohérence des instructions, des prescriptions, la déresponsabilisation des individus par rapport à ce qu'ils doivent faire. Est-ce qu'on n'est pas là quels sont finalement les instruments d'évaluation de ça? C'est-à-dire comment on peut... parce que ce que tu me dis me fait penser à l'ouvrage de Matthew Crawford, dont je t'ai déjà parlé, là, l'éloge du carburateur, où lui, effectivement, est très très sceptique sur la capacité d'établir ces rapports de coopération. En tous les cas, ce qu'il observe, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas, en particulier, il n'existe pas dans le travail de ce qu'il appelle de la société de la connaissance, qui est de plus en plus soumise à des formes de routinisation procédurière, etc. Et que du coup, il y a une perte de responsabilité et un peu une fuite dans la consommation, dans autre chose, etc. Et lui, il ne voit que finalement le salut, mais bon, évidemment, c'est une position un peu régressive, mais que dans le travail manuel, c'est-à-dire dans le rapport à la matière, ce qui est complètement à l'inverse, tu vois, de ce que tu nous décris. Alors, disons que on ne va pas rentrer dans ce débat peut-être, mais en tous les cas, est-ce que tu peux développer aujourd'hui sur maintenant là sur la pertinence et la légitimité des dispositifs institutionnels, par exemple, qui ont trait à la professionnalisation, à l'évaluation, tout ce qui permet à l'individu de se situer au regard de la sphère professionnelle, de son activité. Est-ce que c'est pas ça qui est un peu en crise? Et je demanderai aussi à François quels sont les symptômes qu'on peut voir en termes lorsque ces dispositifs institutionnels sont en crise ou ne fonctionnent plus, qu'est-ce que ça donne, cette crise de confiance? À quoi ça débouche pour les individus en termes de santé, de violence contre soi, etc. Mais toi, je vais revenir sur la question, ton exemple et le retour à la matière. Pourquoi finalement ce retour à la matière revient sur la scène comme ça? Parce que c'est rassurant. Parce que c'est rassurant. Quand on fait quelque chose qui est délimité dans l'espace, dans la quantité de choses à faire, dans les éléments de qualité, c'est-à-dire que la qualité est elle-même mesurable, eh bien, quelque part, on sait ce que l'on a fait. Parce qu'on a un résultat qui est tangible. Lorsqu'on est dans le monde immatériel, lorsqu'on est dans le monde serviciel, le résultat de ce que l'on fait n'est pas tangible. Ou en tout cas, il n'est pas si évident que ça. Et là se pose toute la question de l'évaluation. C'est-à-dire finalement, quelle est la portée du travail de soins d'une infirmière dans un hôpital? Quelle est la portée du travail d'un conseil auprès d'une entreprise? Quelle est la portée, on a mis avocat qui est là, de la portée du conseil d'avocat auprès de syndicalistes ou d'entreprises ou de personnes individuelles? Cette portée-là, l'effet n'est pas immédiatement perceptible. Et ici arrive un problème extrêmement grave dans la phase actuelle. C'est-à-dire que la plupart des entreprises, et maintenant on le voit de plus en plus dans les institutions publiques, dans l'hôpital, dans l'université, dans toute une série d'instances, on voit se développer des méthodes d'un autre âge. Des méthodes d'évaluation qui sont des méthodes d'évaluation uniquement quantitatives, fondées sur finalement le rapport à des méthodes gestionnaires
digne du taylorisme ou d'un post-fordisme récent. Ces méthodes d'évaluation, ces processus, ces dispositifs d'évaluation sont non pertinents par rapport à l'enjeu de la coopération et de l'enjeu de l'immatériel. Et ils ne sont pas légitimes.